Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce talk. Je suis très content d'être là, comme l'année dernière, je crois que c'était dans cette même salle d'ailleurs, une salle encore bien pleine, donc je vous en remercie, surtout vendredi après-midi, ça doit être un peu difficile après toutes ces confs de qualité que vous avez vues. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de ressusciter les ordinosaures. Donc, qu'est-ce que les ordinosaures? Les ordinosaures, ce sont les ordinateurs ou les consoles de notre enfance. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment on va les ressusciter en vous proposant une démarche de comment écrire un émulateur d'ordinateur ou de console. C'est quelque chose qui est un petit peu mystérieux pour beaucoup de gens. Là, je vais essayer de vous démystifier un petit peu la chose sur la base de mon expérience, parce que je suis moi-même développeur d'émulateurs. Et donc, avant de démarrer, là je préviens à la régie parce qu'il va y avoir un petit son. Je vais vous demander, est-ce que vous reconnaissez ce jingle? Je vois qu'il y en a tout d'un coup, là ils se sont réveillés, il y a les oreilles qui frétillent. Donc, ce jingle, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le logo de la PlayStation, effectivement. Le son de boot. Donc pour rappel, c'est lorsque la console démarrait, elle démarrait sur ce petit jingle qui permettait d'indiquer que la console était fonctionnelle. Ça avait cette première utilité, au-delà du fait que c'est un son qui est quand même super cool et qui reste à l'oreille. Sachez que ce son a été créé par monsieur Takafumi Fujisawa, donc qui était ingénieur chez Sony à l'époque, et ce son a juste 29 ans cette année. Ça rajeunit pas. Voilà. Et c'est l'un des rares sons de boot de console qui est resté aussi longtemps dans les mémoires. Il est vraiment très clairement identifiable et reconnaissable, contrairement aux PlayStation des séries suivantes où la plupart des gens ne se souviennent pas trop du son de boot. Par contre, il y avait exactement la même fonctionnalité qui permettait d'indiquer que la console était fonctionnelle. Il y a Sega, mais c'est moins resté, je dirais, dans l'inconscient. Là, c'est vraiment marquant. Peut-être que j'y reviendrai, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de cette console. Elle a été vraiment une rupture technologique sur le marché. Donc aujourd'hui, évidemment, on ne va pas parler de ChatGPT ou ce genre de sujet à la mode. D'ailleurs, j'ai essayé de demander à mon Amstrad de savoir, s'il te plaît, écris-moi le code pour dessiner un cercle à l'écran. Bon, il n'a pas bien voulu, il n'a pas bien réagi. Bon, évidemment, et donc on va juste parler code, architecture d'émulateur, et on va essayer d'apprendre comment tout ça fonctionne. Avant ça, on va revenir un petit peu dans le passé, et je vais vous présenter effectivement un certain nombre d'ordinateurs qui s'affichent à l'écran. Pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que ça ne vous parle pas. Pour les plus anciens, les plus anciennes, oui, ça va vous parler. Le Sinclair ZX81, regardez, il est là. Il est là, et il fonctionne. Ça, c'est l'un des deux ZX80 que j'ai en ma possession, qui sont les miens. J'en ai eu un tout monté, c'est celui-ci. J'en ai eu un kit que j'ai soudé, qui est à la maison, qui m'a servi à faire beaucoup d'expérimentations. Donc pour les personnes qui sont là, rappelons que là-dedans, il y avait un Z80, microprocesseur 8 bits, cadencé à 3,50 et quelques MHz, dont la moitié des coups d'horloge était utilisée pour le rafraîchissement vidéo, ce qui nous laissait la puissance phénoménale, la fréquence phénoménale de 1,7 MHz pour pouvoir faire des calculs. Voilà. Il y avait 1 kilooctet de ROM dedans. Je parle bien 1 kilooctet, 1024 octets de mémoire vive là-dedans. Donc il fallait forcément la fameuse extension de mémoire 16K. Là-dedans, je tiens le futur du passé. Mais le futur, 16 kilooctets. Donc je vous l'ai ouverte. Voilà à quoi ça ressemble, une extension mémoire. On pourrait venir voir après. Alors je ne peux que vous conseiller d'aller voir l'exposition Les Technosaures de François Tony, qui est au fond de la conf, avec plein de vieux ordinosaures aussi. C'est très 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 intéressant. Donc plein d'autres machines que je n'ai pas mises ici, mais que vous pouvez aller voir sur le stand là-bas. Donc avant de rentrer dans comment on écrit un émulateur, j'aimerais revenir sur des notions déjà avant de démarrer, la différence par exemple entre un émulateur et un simulateur. Alors, je vais vous donner une définition qui fait foi sur le marché, c'est la mienne. Un simulateur, donc, c'est un logiciel qui va imiter le comportement d'un système sans réutiliser les parties originales du système cible. En gros, la ROM, les logiciels, etc. L'objectif d'un simulateur, voilà, son objectif, c'est de faire croire à un utilisateur, donc vous, qu'il utilise un logiciel ou un matériel original. Donc l'objectif, c'est de tromper, entre guillemets, l'utilisateur, comme un simulateur de vol. Quand vous allez faire un simulateur de vol, vous ne pilotez pas un vrai avion,
mais vous avez la sensation d'être dans un vrai cockpit d'avion. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'objectif. Donc, c'est objectif pour faire croire un utilisateur qui utilise un matériel ou un logiciel original. Un émulateur, c'est un logiciel qui va reproduire le comportement d'un système en réutilisant, c'est un peu tronqué, les parties originales du système cible. Donc, par exemple, les ROM, les logiciels, etc. Donc, l'objectif de ça, c'est de faire croire à un logiciel qu'il fonctionne sur le matériel original. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est duper le logiciel à un logiciel original et lui faire croire qu'il fonctionne sur le matériel original. Donc quelque part, effectivement, in fine, on va duper l'utilisateur parce qu'il aura l'impression d'être devant son matériel original. Mais l'objectif de ça, c'est de faire croire donc, un logiciel qui fonctionne sur le matériel original. C'est le but de l'émulation. Donc de pouvoir reprendre un jeu de l'époque ou un logiciel de l'époque, de le mettre dans un logiciel et de lui faire croire qu'il est dans son environnement réel. Voilà. Que peut-on émuler? Alors globalement, on peut émuler quasiment tout. On peut émuler des ordinateurs, des consoles, des bornes d'arcade, des microcontrôleurs, tout ce que vous voulez, tout ce qui est émulable, tout ce qui existe globalement, vous pouvez l'émuler. La seule différence, c'est peu importe le système que vous voulez émuler, donc ce qu'on avait appelé le système invité, là on retrouve un petit peu les éléments de langage de la virtualisation, ça va dépendre des ressources disponibles que vous avez sur votre système hôte. Voilà. Donc globalement, n'espérez pas émuler une PlayStation 5 sur un ZX81, ça ne va pas le faire. Même si techniquement, entre guillemets, on pourrait arriver à faire en sorte que ce soit possible, ce serait tellement lent et tellement inutilisable que voilà, ce ne serait pas possible. Mais globalement, on peut considérer que pour émuler un système cible, vous devez avoir un système hôte qui ait au moins les mêmes caractéristiques, ou un peu plus. Beaucoup plus même, si on veut l'émuler dans de bonnes conditions. Un petit point sur la légalité de tout ça. Parce qu'on parle de télécharger des logiciels, etc. Je vous vois tous là, avec vos bornes d'arcade maison, etc. Vous téléchargez des ROM et tout et tout. On l'a tous fait. Donc, est-ce que c'est légal? La réponse courte, c'est légal. Ça, c'est la réponse courte. La réponse longue, c'est ça dépend. Ça dépend parce que, pour la simple et bonne raison, vous allez utiliser un matériau qui est sous copyright pour certains. Certains ont des copyrights qui ont expiré. Donc globalement, on pourrait vous dire que c'est bon, vous pouvez l'utiliser sans crainte. C'est tombé dans le domaine public. Pour d'autres, le copyright existe encore. Ou certaines maisons, certaines grosses maisons qui, par exemple, produisent des consoles dont le nom commence par un N, par exemple, sont très procédurières. Et même s'il y a des choses qui sont tombées dans le domaine public, vont vous faire des procès. Ça, c'est pas très sympathique. Pour compléter cette réponse longue, donc copier un support et redistribuer cette copie sans l'accord de l'auteur, c'est interdit. Ça, c'est en gros, c'est la loi au pied de la lettre. Donc il y a toutes les histoires de légalité qui vont autour de ça. Donc, je vous aurais prévenu. Cependant, si le copyright a expiré, la copie est autorisée. C'est ce que je vous disais, en général. Néanmoins, certains éditeurs ou constructeurs un peu sympathiques ont autorisé la redistribution de leur propriété intellectuelle. C'est le cas, par exemple, d'Amstrad. Amstrad a dit moi, de toute façon, je ne fais plus de micro-informatique, je ne fais plus d'ordinateur, je ne ferai plus jamais d'argent avec ça. Le matériau reste d'Amstrad, produit par Amstrad, reste sous copyright Amstrad. Le basique reste propriété de Locomotive LLC. Pour autant, on vous utilise à copier les ROM, à les distribuer, tant que vous en faites bon usage, et en mentionnant juste dans votre logiciel que vous distribuez avec l'accord très sympathique d'Amstrad et de Locomotive. Voilà. Donc il y a quand même des boîtes qui jouent le jeu. Ensuite, avant d'émuler, il va falloir vous préparer. Il va falloir identifier votre cible. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que si vous n'allez pas vous lancer comme ça à faire de l'émulation, en vous disant oh, je vais prendre une PlayStation 5 et puis je vais l'émuler comme ça. Non, il faut bien connaître la machine que vous voulez émuler. Ça, c'est super important. Pour des gens qui, comme moi, écrivent des émulateurs, souvent, c'est les machines de votre enfance, vous avez déjà pas mal de documentation, de choses comme ça. Vous avez un affect aussi peut-être avec cette machine, vous l'avez beaucoup utilisée, donc vous savez déjà de quoi vous allez partir. Vous avez déjà, entre guillemets, de la connaissance sur le sujet. Documentez-vous, c'est-à-dire récupérez des livres, des documents, etc. etc. Tous ces bouquins, ça font partie de ma bibliothèque d'adolescents, que j'ai toujours, et je les garde précieusement. Mais vous pouvez trouver sur eBay ou sur d'autres stores, etc., des bouquins de référence, voire même des gens qui ont pris le temps de les numériser et de les mettre en PDF. Donc vous pouvez les trouver assez facilement. Vous pouvez même trouver des matériaux assez intéressants sur des sites comme abandonware.org, par exemple, où vous pouvez retrouver des vieux listings, des logiciels qui sont tombés dans le domaine public, ce genre de choses. Donc ça, c'est super, super intéressant.
Alors, dans ces documents, il va falloir dénicher des ouvrages de référence. Là, je vous mets des ouvrages de référence pour Amstrad des années 80, mais vous pouvez tomber sur aussi des documents qui étaient secrets à l'époque, qui ont été diffusés, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi trouver ce qu'on appelait à l'époque les services manuels. C'est-à-dire qu'il y avait des réparateurs agréés qui avaient des documents complets avec les circuits complets qui vous permettaient, comme ici, d'avoir les schémas complets de la machine. Parce que ce n'est pas Amstrad, par exemple, qui réparait la machine, c'était un réparateur agréé. Il avait donc accès à une documentation que nous n'avions pas accès. Aujourd'hui, on peut la trouver, cette documentation. Donc collecter les schémas, les infos, ce genre de choses. Ça, c'est un vrai travail d'inspecteur Colombo. On les trouve, mais il y a des sites qui sont bien faits. La scène de l'émulation est quand même assez consistante là-dessus. Et on trouve beaucoup de documents sur le sujet. Donc, comme je vous disais, la main sur les services manuels, etc. Et si vous êtes vraiment très fort et que vous avez une formation d'électronicien, faites du reverse engineering. Si vous avez la machine, un oscilloscope, des connaissances en électronique, branchez-vous dessus. Faites des mesures. Déjà, c'est super fun. Bon, je sais, j'ai des jeux un peu bizarres, mais c'est super fun, c'est super intéressant. Ça demande vraiment à rentrer au cœur de la machine, à comprendre comment elle fonctionne en vrai par rapport à ce qui était marqué dans les services manuels. Parce qu'il y avait la théorie, puis vous connaissez la théorie, en pratique, ça ne marche pas comme ça exactement. Donc faites du reverse engineering quand c'est possible et quand vous en avez la possibilité. Si vous avez les compétences, faites-le. Et en plus, il y a plein de gens qui l'ont fait, notamment par exemple sur des bornes d'arcade. Beaucoup de gens qui ont fait du reverse engineering électronique, notamment pour casser les codes de cryptage des ROM, puisqu'elles étaient chiffrées, par exemple, notamment sur les bornes Capcom. Une fois que vous avez fait ça, choisissez votre système d'exploitation. Ça paraît un petit peu évident à dire comme ça, mais si vous en choisissez un, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, ou le marché que vous visez. Windows, Linux, vous soyez peut-être multi-système d'exploitation si vous en avez à la compétence. Par contre, c'est plus difficile à développer. Vous mieux partir petit et ensuite se dire, je vais faire du multiplateforme. Choisissez votre langage de programmation. Là, c'est un vrai choix qui est très structurant, beaucoup plus que le système d'exploitation. Le système d'exploitation, vous pouvez après porter vers d'autres OS. C'est relativement aisé, on va dire, si vous êtes malin. Le langage va être fondamentalement très déterminant sur ce que vous allez pouvoir émuler et sur votre capacité à émuler la machine. Donc, je vais aller un peu trop vite. Vous allez pouvoir, si vous voulez émuler une machine qui a par exemple qui demande des ressources assez élevées, comme par exemple une PlayStation, une Xbox, ce genre de choses, vous allez partir plutôt sur des langages qui sont compilés, voilà, avec typage fort. Moi, vous savez que j'adore le typage fort. Donc des langages compilés comme le C, le C++, ça peut être le Rust, ça peut être d'autres langages. Il y en a qui s'agitent, là, le Rust, il adore ça. Mais vous pouvez très bien développer des émulateurs. Si la machine que vous voulez émuler ne demande pas trop de ressources, en JavaScript, ça se fait très bien. En Java, dans plein de langages qui peuvent être soit interprétés, mais vous perdez un petit peu en performance, soit bytecodé avec une JIT, ce genre de choses, comme le JavaScript, ça se fait très bien. Avec les VM JavaScript modernes, ça se fait relativement bien. Par contre, souvent on utilise peut-être aussi de la transpilation. On va développer peut-être en C ou en C++ et utiliser Mscripton pour générer du WASM. Spécial dédicace à Philippe Charrière, qui n'est peut-être pas dans la salle, mais qui est le spécialiste WASM. Et ensuite, on va parler donc architecture d'un émulateur. Maintenant que je vous ai dit à peu près tous les trucs un petit peu évidents, on va parler de l'architecture. En gros, on peut diviser l'émulateur en 5 sous-systèmes principaux. Vous allez avoir le sous-système central, le sous-système vidéo, le sous-système audio, le sous-système d'entrée, ou d'entrée-sortie, s'il y a des sorties, et le sous-système de périphérique. Il y a une chose qui n'apparaît pas là-dedans, qui paraît évidente, j'omets volontairement l'interface utilisateur. L'interface utilisateur, ce n'est pas un sous-système à proprement dit, c'est vraiment la glue qui vous permet d'afficher à vos utilisateurs l'émulateur, est-ce qu'on le redimensionne, est-ce qu'il y a des menus déroulants, ce genre de choses, etc. Vous le savez, il y a beaucoup d'émulateurs qui fonctionnent parfois, qui sont relativement portables. Certains vont utiliser la SDL, d'autres vont utiliser les bibliothèques Windows, d'autres vont utiliser Wayland ou X11, ce genre de choses, etc. Donc je mets volontairement la partie interface utilisateur parce que c'est un vrai sujet à part entière et ce n'est pas ce qui est intéressant entre guillemets dans le développement d'un émulateur. Donc on va passer au sous-système central. Sous-système central, on va commencer par le truc le plus simple à développer, la RAM ou la ROM. Ça, c'est super facile à développer. Premier truc qu'on fait, c'est, vous allez vous dire, comment je modélise ça? C'est la mémoire de travail dans laquelle vous allez stocker des données qui sont en dur, c'est-à-dire une ROM, vous allez charger un fichier, vous allez mettre dans un buffer, ou la RAM qui sera mémoire de travail pour votre processeur émulé. En gros, c'est globalement, peu ou prou, la partie la plus facile à développer d'un émulateur.
En plus, sur les architectures qui sont relativement anciennes, on utilisait des banques de RAM ou des banques de ROM dont la taille était toujours la même. Donc on peut se permettre de faire des modélisations assez faciles, d'encapsuler ça dans des classes, etc. Globalement, là, je vous montre un extrait de code en C++, très simple, qui modélise une banque de RAM de 16 kilooctets. Donc vous voyez, c'est relativement simple. J'ai un vecteur ici, j'ai un vecteur de 16 kilooctets, un accesseur, point barre, constructeur, destructeur, très simple. La ROM, c'est la même chose, la seule différence, c'est que vous pouvez avoir une méthode pour dire charge-moi le contenu des 16 kilooctets avec un fichier qui est sur le disque. Facile. Le microprocesseur. Donc la RAM, c'est bien, mais toute seule, elle ne fait pas grand-chose. Donc ils font le microprocesseur pour pouvoir exploiter ce qu'il y a dans cette mémoire. Donc le microprocesseur, c'est le cœur de votre émulateur. C'est la partie sur laquelle vous allez le plus travailler, parce que c'est la partie, et de loin, la plus complexe de l'émulateur. Selon l'architecture du microprocesseur que vous allez émuler, un 4 bits, un 8 bits, un 16 bits, 1632 bits, avec plus ou moins beaucoup de registres, avec une architecture plus ou moins superscalaire ou pas, avec une unité arithmétique flottante ou pas, ce genre de choses. Donc un Z80, c'est relativement, entre guillemets, aisé à émuler. Un 68000, c'est un petit peu plus complexe. Émuler un microprocesseur de type 8086 ou 8386, c'est encore plus complexe. Ça demande différents tricks de programmation. Et la complexité même du microprocesseur fait qu'il va falloir effectivement passer beaucoup de temps sur l'architecture et sur les optimisations de ce cœur de microprocesseur. Donc comme je vous le disais, son architecture va nettement influer sur la complexité de votre code. Donc là, je vous présente le Z80 décapé à l'acide, et donc avec son architecture interne. Donc son architecture interne, là on retrouve ici les unités arithmétiques et logiques. Ici on a les registres, donc B, C, D, E, H, L, etc., etc. Les registres cachés WZ, parce qu'il y avait un registre caché WZ. Je crois qu'Olivier Hubert en a rapidement parlé hier pendant sa conf construire un ordinateur 8820. Et puis l'accumulateur, enfin on voit les différents registres, les différents bus internes du microprocesseur. Donc globalement, on va se baser là-dessus pour essayer de le réimplémenter de façon programmatique, en code, le fonctionnement. Effectivement, les microprocesseurs ont plus ou moins beaucoup d'instructions possibles à exécuter. Donc plus le microprocesseur va avoir des instructions à disposition de l'utilisateur, plus ça va être long à développer. Je vais y revenir juste après. Et ça va dépendre de comment aussi sont rangées les instructions en termes de code hexadécimal, c'est-à-dire quel est le code de l'opération NOP, quel est le code de l'opération charger tel registre avec telle valeur, en fonction de comment ils sont rangés dans l'espace d'adressage des instructions. Là, on va parler d'instructions, j'avais le terme juste à l'instant, pardonnez-moi. Bref, une représentation plus ou moins symétrique, c'est-à-dire en fonction de différents bits qui forment les opcodes de votre microprocesseur, on va modifier certains bits qui vont dire je charge tel ou tel registre. Voilà. Donc en fonction de comment sont rangées, comment sont organisées, comment sont ordonnées les instructions, les opérations de décodage et d'exécution des instructions sera plus ou moins difficile, sachant qu'on en vient à exécuter parfois beaucoup de code. Donc, comme je le disais, son architecture va influencer la complexité de votre code et de loin. Il y a aussi quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est les histoires d'Indiens. Est-ce que je suis Big Indian, Little Indian? Est-ce que les octets sont présentés d'abord en poids fort, puis les poids faibles, ou vice-versa? Si, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur des machines qui sont Little Indian, donc avec l'octet de poids faible d'abord. Si votre système émulé est dans le même sens, ça facilite les choses. Si c'est dans l'autre sens, il faut penser que lorsqu'on fetch les données sur la mémoire émulée, il va falloir renverser les octets, faire les opérations, puis renverser les octets pour pouvoir les stocker. Donc ça se fait très bien, mais il faut le prendre en compte, notamment si vous faites un émulateur portable, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a à disposition des architectures qui sont plus que x86, mais x86, x86-64, ARM, RISC-V, etc., avec des possibilités diverses et variées dans le rangement des ordres de l'ordre des octets. Donc ensuite, vous allez devoir, donc, dans le microprocesseur, émuler les drapeaux. C'est-à-dire les drapeaux, est-ce que le résultat d'une opération vaut 0? Est-ce que le résultat d'une opération, elle a un signe? Est-ce que j'ai dépassé? Est-ce que j'ai fait un débordement? Ce genre de choses. Donc tout ça, il va falloir le prendre en compte. Vous allez définir un certain nombre de constantes qui vont définir les drapeaux qui sont dans la doc du microprocesseur. A contrario, vous allez devoir aussi simuler ce qu'on appelle les drapeaux internes ou les signaux internes qui, eux, ne sont pas spécifiquement dans la spec, mais que vous allez avoir besoin. Est-ce que mon microprocesseur, par exemple, il est en mode halt, c'est-à-dire qu'il attend qu'il soit réveillé par une instruction?
Est-ce qu'il y a eu une instruction non masquable? Est-ce qu'il y a eu une instruction masquable? Etc., etc. Donc ça, ce sont des drapeaux qui sont invisibles du développeur, on va dire de l'utilisateur du microprocesseur émulé, mais ce sont des signaux qui existent dans le silicium de base. Donc il va falloir reproduire un petit peu ce fonctionnement. Il va falloir modéliser les registres. Donc voici une modélisation de registre d'un Z80. Donc je le parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on est en big endian? Est-ce qu'on est en little endian? J'utilise une union et en fonction qu'on est en big endian ou little endian, j'ordonne les octets dans un sens ou dans l'autre. Comme ça, je vais laisser le compilateur travailler à ma place. Je ne vais pas utiliser des décalages ou ce genre de choses. C'est le compilateur qui va juste faire l'aliasing correctement et d'aller chercher les octets dans le bon ordre. Vous allez modéliser ensuite l'état du microprocesseur. Donc en gros, vous allez dire, bon, bah, mon microprocesseur, il a un registre caché WZ, AF, BC, DE, HL, XY, etc., etc. Sa liste de signaux. Donc ça, c'est son état. Son état qu'il va falloir maintenir tout au long de la simulation, tout au long de l'émulation. Et définir, modéliser une interface. Une interface, donc là, c'est comme en Java, ce genre de choses. Vous allez dire, bah, mon microprocesseur, lorsque je vais l'instancier, je vais lui donner une interface sur laquelle je vais implémenter des fonctions. Et une classe va implémenter cette interface qui répondra à ces fonctions. Donc dès que le microprocesseur aura un octet à lire, il va dire ah, j'appelle la fonction Z80 mrec read. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui sera implémenté par entre guillemets la classe qui va implémenter la machine. Une fois que je vous ai dit tout ça, j'en suis pas venu à la partie principale. Alors là, je vous modélise le processeur, je vous ai montré l'état. Là, c'est le processeur qui contient donc la classe processeur, dans laquelle je lui passe une interface au constructeur, donc l'interface qui peut être implémentée par une autre classe, et on retrouve l'état qui est ici. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, c'est comment j'exécute le code du microprocesseur d'antan. En gros, il existe trois grandes techniques d'émulation pour les microprocesseurs. Vous avez l'interpréteur. En gros, c'est une énorme boucle switch. Vous dites, je vais fetcher un octet en mémoire de mon ordinateur émulé. Je regarde cet octet, en fonction de sa valeur, je fais un switch case, je vais à l'endroit et j'émule l'instruction. J'effectue les opérations de cette instruction et je stocke le résultat là où il faut. Ça, c'est l'interpréteur. Ça a l'avantage d'être super portable, d'être globalement simple à mettre en place. Par contre, ça fait des très grosses boucles switch. Pour ça, il y a une façon très simple d'éviter de se taper tout le code à la main, parce que rien que le Z80 a 150 instructions, plus la combinatoire des registres, ça vous fait plus de 300 instructions à coder à la main. Ça fait vite beaucoup de choses. Dans mon émulateur d'Amstrad CPC, l'émulateur du Z80 doit faire peut-être 15 000 lignes de code. Mais c'est du code généré. J'ai écrit un utilitaire qui décrit le fonctionnement et le décodage des instructions. Et ensuite, je lui dis, génère-moi tout le code en C, en C++ ou en Python, ce genre de choses. Et comme ça, tout le code est généré d'après les règles qui sont d'après les règles qui sont décrites dans les user manuals, des instructions documentées ou non documentées, parce qu'il existe des références d'instructions non documentées. Donc ensuite, il y a la translation statique de code et la translation dynamique de code. Donc l'interpréteur, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. C'est en gros un gros switch case. Donc je récupère un opcode, ici. Je fais switch opcode, et là, 0, c'est nop. Je mets à jour mes compteurs internes, 0, 1, etc., etc., etc. Donc là, c'est une grosse boucle switch. Et en fonction de différents opcodes, vous pouvez avoir 2, 3 ou 4 boucles, 4 switches différents, puisque vous avez des instructions qui sont multi-octets. Donc je vais fetcher le premier octet, on va dire que c'est une séquence d'échappement. Je vais sur mon second switch, je vais refetcher un autre octet, et ensuite je vais exécuter le code correspondant. Donc ça, c'est très simple, c'est portable. Par contre, c'est un peu lent, forcément. Donc là, il faut avoir un processeur assez véloce pour émuler ça. Vous avez ensuite la translation statique de code. Ça, c'est quelque chose qui est apparu fin des années 90, début des années 2000. Elle part du principe que, notamment pour les consoles, Nintendo 64, Game Boy, ce genre de choses, etc., tout le code des jeux qui sont stockés dans la ROM, bah, par défaut, c'est du code immutable. C'est dans une ROM. Bah, la première chose qu'on va faire, on va charger cette ROM et on va faire un décodeur d'instructions qui va prendre chaque instruction, générer du code machine de votre machine hôte directement en live. Et une fois qu'il a fini de décoder la ROM, on va dire branche-toi sur le code généré. Et là, vous avez du code natif qui est exécuté. Ça, c'est relativement simple. Par contre, ça a une limite. La limite, c'est que vous êtes obligé de le combiner avec la partie précédente, c'est un interpréteur de code. Parce que si vous avez du code qui était dans la ROM, qui est chargé en RAM, puis modifié à la volée en RAM, vous ne pouvez plus utiliser ça. Et ça, c'était très utilisé dans beaucoup de consoles, notamment à des buts de protection de jeu, avec du code automodifiant, ce genre de choses. Sur les Amstrad aussi, il y avait des protections comme ça contre la copie.
Quand vous déplombiez le jeu sur la disquette, vous voyez du code, et en fait, à l'exécution, le code était modifié en temps réel pour correspondre au code définitif. Donc ça pose des problèmes de contraintes sur la détection du code self-modifying, comme on dit. Mais par contre, il marche très bien pour du code qui ne bouge pas. Tout ce qui est stocké en ROM, etc., du code qui est immuable, une fois qu'il a été translaté, on l'exécute, et vous avez une vitesse globalement native qui s'exécute, en tout cas sur votre processeur aujourd'hui en natif. Ensuite, vous avez la troisième technique, c'est la translation dynamique de code. C'est celle que vous utilisez tous les jours quand vous faites de la virtualisation. Quand vous virtualisez, par exemple avec QEMU, et que vous émulez par exemple du code ARM64 sur du x86, ce que fait QEMU, va utiliser par exemple TCG, Tiny Code Generator, qui va prendre des instructions ARM, les exécuter, les transformer en temps réel en code natif, c'est une sorte de JIT. Et ensuite, une fois, donc il va créer des basic blocks, et à certains points stratégiques, il va dire, voilà, j'ai un bloc basique, une fois que je re-rentre à la même adresse, j'ai plus besoin d'interpréter le code, j'exécute le code natif. L'avantage, c'est qu'on sait facilement détecter le code qui est automodifiant. Par contre, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Ça nécessite d'écrire un recompilateur dynamique de code. Mais c'est celle qui donne les meilleurs résultats, les meilleures performances. Et c'est de loin celle qui est la plus amusante à écrire. Voilà en gros comment ça se passe. Donc comment ça se passe, c'est on récupère une adresse, on récupère un basic block et on dit si ce bloc est valide, c'est-à-dire qu'il a déjà été translaté, je l'exécute, sinon je recompile et j'exécute le code qui reste à exécuter. Donc c'est-à-dire je vais interpréter au fur et à mesure, générer du code machine, et à certains points d'ancrage particuliers, je vais dire ce basic block, ça y est, il a été exécuté une fois, il peut même être réoptimisé une deuxième fois, et la deuxième fois où je reviens à cette adresse, je réexécute le code. Ça, c'est très, très utilisé dans les émulateurs de consoles next-gen, alors PlayStation 2, 3, 4, etc. Puisque comme ce sont des consoles puissantes, elles évoluent en termes de puissance beaucoup plus rapidement que nos PC évoluent, donc c'est ce qui donne les meilleures performances. Très utilisé, donc, comme je vous disais, en virtualisation, par QEMU, ce genre de choses. Ensuite, le sous-système vidéo. Le sous-système vidéo, c'est celui qui va vous donner la fréquence, les battements de cœur de votre émulateur. Parce qu'en fait, tout votre émulateur va être cadencé à la frame time, c'est-à-dire la fréquence de votre vidéo. Un ordinateur ou une console fonctionne avec une fréquence vidéo fixe, 50 Hz ou 60 Hz. Globalement, l'émulateur doit toujours être synchronisé sur la durée d'une image. Sinon, vous allez vous dire, mon émulateur va beaucoup trop vite ou il est beaucoup trop lent. Donc il faut arriver à se synchroniser en disant, je dois produire une image toutes les 20 millisecondes ou toutes les 16,67 millisecondes. Globalement, si je suis en 60 Hz. Donc si vous connaissez la fréquence de votre machine, vous vous calez sur cette fréquence et vous essayez de générer une trame d'émulation, une trame d'image à cette fréquence. Normalement, sur les machines modernes, vous allez émuler cette trame. Peut-être que vous allez faire de l'émulation pendant 2 millisecondes, et pendant le reste du temps, vous allez dormir. Votre émulateur va dormir. Très bien. Vous lui faites faire une pause pendant les quelques millisecondes qu'il lui reste à faire. Si jamais votre émulateur il est un peu trop lent parce que la machine est chargée, etc., vous allez dépasser le frame time, vous allez vous dire, je vais faire du frame skipping. Je vais sauter une image. Et comme ça, l'avantage, c'est que vous allez garder votre base de temps qui est relativement en temps réel, et le fait de perdre une image une fois de temps en temps, c'est globalement imperceptible à l'œil. Quand vous descendez par contre sous globalement 20 images secondes, ça commence à être perceptible. Vous voyez que ça lag un petit peu. Mais vous pouvez vous permettre de perdre des images. Et générer une image, c'est ce qui coûte cher aussi en émulation, parce qu'on va générer des buffers de pixels, les envoyer à l'écran, éventuellement faire du scaling, ce genre de choses. Donc ça, l'avantage, c'est que l'œil humain est très peu sensible à ça, au-delà d'une certaine valeur. Donc vous avez le droit d'omettre de temps en temps des images. Pour ça, pour générer une image, vous allez devoir simuler les composants qui génèrent les signaux vidéo. Typiquement le CRTC, Cathode Ray Tube Controller, qui sont des composants qui sont responsables de la génération des signaux de synchronisation vidéo. Synchronisation horizontale, synchro verticale, etc. Globalement, c'est des composants qui sont relativement simples. Alors, ça peut être combiné aussi à la vidéo gate array, par exemple sur Amstrad, qui lui va générer les couleurs. Il ne va pas générer les signes de synchro, il va générer les couleurs. Ça peut être combiné aussi à des machines un peu plus évoluées comme le C64 avec un vidéo display processor qui permet de générer les signaux de synchro vidéo, mais aussi de gérer des sprites en hardware. Donc vous allez avoir des sprites, 3, 4, 5 sprites qui peuvent être gérés en hardware. Donc c'est un petit processeur un petit peu amélioré. Mais globalement, ces machines-là,
ces composants-là, pardon, ce sont des composants qui sont relativement simples. C'est globalement que des machines à état. C'est des composants dans lesquels vous avez des compteurs et des comparateurs. Je le disais d'ailleurs à Olivier Hubert, qui nous parlait de sa carte VGA qu'il était en train d'implémenter en composants plus ou moins discrets. Bah, tu peux faire aussi une carte sonore. C'est pareil, ce sont que des compteurs et ce sont que des comparateurs. Globalement, vous allez vous dire, bah, j'ai tant de pixels de large sur une image, tant de pixels de haut, ma synchro horizontale commence à tel pixel, ma synchro verticale commence à tel pixel. Il y a des registres qui contiennent ces valeurs-là et des compteurs qui comptent. Dès qu'ils arrivent à une valeur, ils déclenchent un signal sur les pins de sortie, signal donc il va falloir émuler, dire voilà, je suis en synchro horizontale, synchro verticale, ce genre de choses. Et donc on va dessiner un pixel par exemple, ou dessiner une ligne de pixels. Donc là, et ça va passer son temps à compter et à comparer. Donc ce sont des composants qui sont relativement simples à émuler. C'est différent sur le matériel moderne des consoles modernes, par exemple, où là par contre on a des GPU qui sont là aussi pour générer des triangles, etc. Mais ça pour le coup c'est relativement simple parce qu'on reçoit des flux de coordonnées, peut-être en virgule fixe ou en virgule flottante, on va les envoyer directement à notre GPU à nous, et pareil on va se calibrer sur la frame time. Mais globalement, c'est des composants relativement simples. On va associer ceci à un blitter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, générer les signaux vidéo et simuler les signaux vidéo, c'est bien, mais il va falloir aller chercher les pixels correspondants dans la mémoire vidéo de la machine. Donc là, on va designer un blitter qui va dire, bah, je prends tous les signaux vidéo qui sont émulés, je vais les transformer en adresse mémoire de la machine émulée, aller fetcher la valeur d'un pixel, la transformer en rouge, vert, bleu, et les mettre dans un buffer de sortie à l'écran. Dès que ce buffer est plein, ma RAM est complète, je peux l'envoyer à l'écran. Donc ça permet de générer l'image de l'invité vers l'autre. Alors ça, si vous voulez une émulation très précise, le blitter, vous allez l'appeler à chaque pixel. Par contre, votre émulation vidéo va être relativement lente. Si vous voulez une émulation un peu moins précise, un peu plus rapide, vous pouvez faire ça à la scanline. C'est-à-dire à chaque scanline, vous générez une scanline, vous l'envoyez dans le buffer, etc. Donc vous allez pouvoir implémenter ce qu'on appelle des effets raster, des effets de coupure ou ce genre de choses. On va pouvoir simuler certains effets qui étaient possibles en hardware, mais normalement techniquement pas possibles dans la spec, mais qui étaient beaucoup exploités sur les machines des années 80. Sinon, si vous voulez aller très vite et que vous ne voulez pas émuler certains effets, mais avoir de très bonnes performances, vous générez l'image en une seule fois, comme ici par exemple. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous voulez être ultra précis, mais c'est plus lent, soit vous voulez être un peu plus laxiste sur la précision, mais vous êtes très rapide. Il faut faire un choix et vous pouvez implémenter les trois méthodes et de proposer à votre utilisateur de choisir celle qui correspond le mieux à sa machine haute. Le sous-système audio. Alors le sous-système audio, il y a quelque chose qui est super important, c'est que l'émulateur doit toujours garder un sample rate constant. C'est-à-dire qu'on va générer des échantillons à une fréquence constante, 22 kHz, 44 kHz, peu importe, vous choisissez ce qui est en capacité par rapport à votre carte graphique, par rapport au matériel émulé, etc. Et vous devez garder ce sample rate constant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oreille humaine est très sensible, en termes de psychoacoustique, à la perte d'un échantillon, les fameux craquements. Dès que vous perdez un échantillon, vous entendez un craquement. Et ça, c'est très désagréable à l'oreille. Et c'est là où vous êtes, à un moment donné, vous pouvez dire « je suis capable de sauter une image à l'écran sans que ce soit perceptible, ça ne m'empêche pas de jouer. Par contre, dès que vous commencez à jouer un émulateur et que le son commence à craquer, c'est insupportable, vous coupez le son. » Donc ça, c'est quelque chose on ne demande pas à produire beaucoup d'échantillons par seconde, 22 000 échantillons, 44 000 échantillons, 48 000 échantillons, c'est pas beaucoup. Par contre, on doit être en capacité de les générer vraiment correctement et dans le temps qui nous est imparti. Sinon, ça va être très désagréable. Donc voilà, on ne peut pas mettre d'échantillons. C'est comme ça, l'oreille humaine est ainsi faite. Pour ça, on va émuler des Prohamatsun Generator, donc, qui sont comme les générateurs de signaux vidéo, qui sont globalement que des machines à état. C'est des machines qui vont contenir des compteurs et des comparateurs, et qui vont générer, qui vont compter, qui vont dire j'ai un compteur qui commence à 0, qui va arriver à une certaine valeur. Dès qu'il arrive à une certaine valeur, j'envoie un petit signal, un petit tic au haut-parleur. Ça répété plusieurs milliers de fois par seconde, ça va vous donner un son. Si vous faites un tic toutes les 440 fois par seconde, ça vous donne un La. Globalement, les programmations de Sound Generator vont faire ça et vont vous permettre aussi d'avoir des enveloppes, de pouvoir faire moduler le son, donc moduler le volume. J'augmente le volume, je baisse le volume de mon son, et d'avoir des enveloppes qui vont permettre de dire je vais avoir mon son qui fait une sinusoïde, ou qui fait des dents de scie, qui fait des ondes carrées. Très caractéristique dans les années 80. C'est ce qui donne ce son 8 bits, le fameux chiptune, qui revient énormément à la mode ces dernières années. Et donc, globalement, c'est relativement simple à émuler.
Donc ce sont que des compteurs et des comparateurs. La seule différence, c'est que la glue qu'on va mettre en place entre la partie émulée et notre système d'exploitation, c'est ça qui va surtout être la grosse difficulté à implémenter. De dire, j'envoie mes échantillons au bon sample rate, au bon moment, en étant sûr que je sois bien synchronisé. Sinon, l'oreille va tout de suite entendre qu'il se passe quelque chose de pas bien. Donc il existe, au-delà des programmes Sound Generator, d'autres techniques pour générer de la synthèse additive, de la synthèse soustractive. En tout cas, tous ces composants sont très connus, notamment les cartes Sound Blaster des premiers PC, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on sait très bien émuler, mais qui, pareil, repose sur des techniques d'émulation qui sont, entre guillemets, relativement simples. Comme je le disais, donc, ce sont des machines à état. Voilà, donc, ce sont des machines très très simples. On va souvent maintenir une enveloppe, un ton, éventuellement plusieurs canaux dans lesquels, parce que par exemple, si vous prenez l'AY38910, qui est un composant très utilisé dans les bornes d'arcade ou les ordinateurs des années 80, il a 3 canaux, plus un canal de bruit. C'est assez simple à générer. Le sous-système d'entrée, je vais accélérer parce que je vais être très en retard, je vais me faire taper sur les doigts. Le sous-système d'entrée, donc c'est globalement clavier, joystick, souris, tout ce qui nous relie à la machine. Donc globalement, comment vous allez transposer ce que vous allez taper sur votre clavier ou le joystick que vous utilisez sur votre machine en signaux, en pseudo-signaux électriques qui vont être compréhensibles par votre machine émulée. Donc globalement, vous allez récupérer des événements et les transposer en 0 et 1 et les mettre aux bons endroits de la mémoire de votre émulateur pour que la machine croie qu'on est appuyé sur un bouton. C'est relativement simple à émuler. Là, ça demande juste à dialoguer, entre guillemets, que la glue de votre système d'exploitation, on puisse aller récupérer les événements et les transposer relativement correctement. Globalement, sur un clavier, vous allez, par exemple, sur un ordinateur de type Amstrad, vous allez dire, je dois transposer, connaître l'emplacement des 86 touches de la machine. Et de dire, sur cette matrice-là, la touche A, à quelle ligne et quelle colonne de signaux électriques ça correspond dans ma machine émulée. En gros, c'est un gros tableau en disant j'ai une colonne, j'ai une ligne, je mets un 1 ici, et la machine, elle croit qu'on a appuyé sur un bouton. C'est magique. Donc là, on va transposer ces événements. Pour ça, on peut être aidé par des composants annexes. Parce que la machine, elle a un bus 8 bits, donc elle est très limitée en entrée-sortie, elle n'a pas de GPIO comme nos microcontrôleurs, etc. Donc on va s'aider, par exemple, d'un PPI, Programmable Peripheral Interface. Ça, c'est sur des machines qui vont nous permettre de démultiplier le bus, de dire, plutôt que d'avoir 8 bits d'entrée-sortie, je vais en avoir 24. Donc c'est un multiplexeur d'entrée-sortie. Donc ça, il y a beaucoup de composants qui sont utilisés dans les machines d'antan et qui sont relativement simples à émuler puisque ce sont des multiplexeurs. Donc c'est quelque chose qui va faire la glue, entre guillemets, sur les périphériques émulés et le microprocesseur qui va être interprété. Donc ça, tout ça, ça va permettre de gérer les entrées-sorties. Par exemple, sur l'Amstrad CPC, le PPI servait à la lecture du clavier et il servait aussi à la gestion du chip sonore. Il servait comme buffer. Comme ça, une fois que le microprocesseur avait envoyé ses données au chip sonore, pof, il passait sur autre chose, il pouvait aller lire le clavier. Et là, du coup, c'est le PPI qui faisait le multiplexage. Et ensuite, le sous-système périphérique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dire d'où je lis mes programmes. Le plus connu, c'est la cassette audio, ce qu'on a connu au début. Donc c'était le stockage de masse, on va dire, le plus répandu au tout début de l'informatique. Pourquoi? Parce que c'était pas cher, c'était très répandu dans les ménages. Puis ça permettait de faire des économies d'échelle, parce que quand vous achetiez cet ordinateur-là, vous n'achetiez pas le magnétophone qui allait avec, puisque vous en aviez déjà un à la maison. Sinon, le floppy disk drive. Donc là, c'est un modèle Amstrad 3 pouces. Donc ça, il y en a eu plein de modèles. Chaque constructeur avait son propre modèle. Il y a eu des disques 8 pouces, des disques 5 pouces 1 quart, des disques 3 pouces et demi. Enfin, il y a eu tous les formats possibles et imaginables. Sachez que même dans l'Apple II, l'extension disque contenait, l'ordinateur Apple II contenait un 6502 et l'extension disque contenait elle-même aussi un 6502 pour piloter le disque. Donc en fait, vous aviez une machine biprocesseur. C'était puissant, hein. Donc ça, c'était globalement stockage de masse, globalement le plus versatile dans les années 80-90 parce que ça permettait d'avoir des temps d'accès, des temps de chargement courts. C'était quand même plutôt pas mal, jusque dans les années 90. Après est arrivé, il y a eu la cartouche, dès le début des consoles notamment. La cartouche, c'est quand même super facile parce qu'elle est programmée en usine, elle n'est pas réinscriptible. Par contre, c'est un petit peu cher à produire. C'est pour ça que les cartouches étaient toujours un peu chères. Les jeux, parfois, étaient même moins chers à développer qu'à produire physiquement sur la cartouche. Donc la cartouche, ça, c'était très, très, très utilisé par les consoles et quelques micro-ordinateurs. Voilà.
On peut parler de certains micro-ordinateurs, le C64, le Thomson, la gamme Amstrad CPC+, par exemple, qui avait aussi un port cartouche. Et ensuite, le disque optique, que vous connaissez tous, hein, qui commence à disparaître au profit de tout ce qui est dématérialisé. Bon là, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, hein, tout ce qui est CD, DVD, les formats spécifiques de certains constructeurs dont je tairai le nom, pour essayer de faire la nique au piratage, on va dire. Donc ça, c'était très très utilisé depuis le milieu des années 90, l'avènement de la PlayStation, la boucle est bouclée. C'est elle qui a vraiment démocratisé le format. Et voilà, globalement, ce sont des composants qui sont de moyennement complexes à difficiles à émuler, ça dépend le type de support. Les cartouches, c'est très simple à émuler puisque ça reste une ROM. Je prends une banque de mémoire, je la charge depuis un fichier et je lis dedans. Un disque optique, si vous prenez un format ISO, il va falloir décoder l'ISO, il va falloir le lire, chercher les bons octets dans les bons secteurs, ce genre de choses, etc. Les disquettes, c'est un peu pareil. Bon, les composants eux-mêmes ne sont pas très compliqués à émuler. Par contre, c'est les formats de fichiers qui vont avec, qui sont plus difficiles. Enfin, trouver un standard, qu'on puisse tous s'échanger entre émulateurs les mêmes formats de fichiers, et qu'on puisse les lire et les écrire, je vais dire, sans trop de difficultés. Et l'émulateur, du coup, on y arrive. L'émulateur, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage un peu globalement haute couture des différents composants que je vous ai présentés jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la boucle principale, c'est Keep it simple stupid, ça se passe comme ça. Vous avez votre boucle principale qui va faire une boucle infinie, c'est-à-dire tant qu'on est en train de tourner dans l'émulateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va émuler une partie du CPU pendant un certain nombre de ticks de CPU. On va dire, émule-moi le CPU pendant l'équivalent de, j'en sais rien, 10 millisecondes de CPU. On va émuler la partie vidéo, on va émuler la partie sonore, les périphériques, on va lire nos inputs, qui ça va peut-être mettre à jour un certain nombre d'octets, de bits dans la mémoire de la machine émulée. On va envoyer l'image à l'écran, si on n'a pas dépassé le temps qui nous est imparti. On va envoyer l'audio à nos oreilles. Et ensuite, on recalcule en disant, voilà, est-ce que le temps que j'ai exécuté jusqu'à présent dans mon émulateur, est-ce que j'ai dépassé ou pas la deadline de la prochaine trame? Si je n'ai pas dépassé la deadline, je dors jusqu'à ce que je me resynchronise à la prochaine trame, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous faire quand même une petite démo. Ce serait quand même dommage de vous parler d'émulation sans savoir une petite démo. Si je récupère mon curseur, hop. Ah, voilà un Amstrad. Attention, on va faire une sorte de Hello World amélioré. Applaudissements. Voilà. Bon, par contre, il ne comprend toujours pas Amstrad, dessine-moi un cercle de temps de diamètre à partir de telles coordonnées. Mais par contre, on peut faire des trucs un petit peu sympas. On peut, par exemple, hop, là je fais un drag and drop, hop, on peut jouer à des jeux. Voilà, pour ceux qui ont connu Grisor, un super jeu de référence. Donc, hop, voilà, on peut même jouer. Attention, toc, toc, toc. On pourrait rester des heures là-dessus. Donc, on peut faire un reset de la machine. Là, je simule un reset de la machine. On peut aller, donc là j'ai fait un drag and drop, mais on a les menus pour aller charger un snapshot, c'est-à-dire une image, un snapshot de votre machine virtuelle. Vous pouvez sauvegarder votre machine virtuelle et la restaurer, comme on le fait aujourd'hui sur un hyperviseur de virtualisation. On peut aller sur le drive A, aller créer un nouveau disque, insérer un disque, ce genre de choses, etc. Voilà. Donc vous vous retrouvez effectivement avec un émulateur qui est fonctionnel et dont le logiciel original croit qu'il fonctionne sur du matériel original. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, pour terminer, je vais reprendre ici ma presse. Voilà. Pour conclure, à quoi ça sert? Pourriez-vous dire, ouais, développer des émulateurs, bon, c'est super fun, machin, ça sert à rien, dans la vraie vie, on ne fait pas ça. En fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé sur la scène de l'émulation il y a très très longtemps, dans les années 90. D'abord par défi, en me disant, je vois des émulateurs qui émergent, j'aimerais savoir comment ça se fait. Donc j'ai commencé à bidouiller, à essayer de voir comment comprendre comment fonctionnaient mieux mes machines d'antan, de pouvoir simuler leur fonctionnement, etc.
Et au final, ça m'a permis de mettre le doigt aussi sur des compétences qui sont aujourd'hui quand même assez poussées, notamment sur l'écriture de compilateurs, l'écriture de générateurs de code qui m'ont servi dans le domaine professionnel pour écrire notamment des DSL, Domain Specific Language, avec des compilateurs et des générateurs de code de type JIT à la volée, ce genre de choses. Et en fait, par exemple, l'écriture d'émulateurs m'a permis d'être en quelque sorte une sorte de sandbox justement d'expérimentation pour pouvoir me perfectionner dans le domaine professionnel sur ces sujets. Donc notamment tout ce qui est le traitement de signaux vidéo, le traitement de signaux audio, comme je le disais, l'écriture de compilateurs, ce genre de choses. Donc vous pouvez très bien vous lancer là-dedans sur ces sujets et acquérir finalement un certain nombre de compétences qui sont très très intéressantes dans certains domaines. Alors je ne dis pas que ça, vous pouvez le faire tous les jours si vous faites un site web, écrire une JIT, ça n'a pas tellement d'intérêt, hein, des boîtes qui font ça très bien. Si vous écrivez par exemple des automates de trading et vous voulez être très vite pour faire du trading haute fréquence, là vous commencez à rentrer dans des considérations en vous disant mais comment je suis capable d'écrire un langage que je suis capable d'écrire à la volée, de compiler à la volée, pour avoir des temps d'exécution extrêmement courts. Et ça, c'est le genre de choses qui vous apporte ce genre de corde à votre arc. Donc pour finir, globalement, c'est une véritable aventure, c'est très passionnant, c'est formateur, puis c'est fun pour ceux qui jouent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mon blog, alors je fais aussi du Twitch tous les lundis, tout ça, etc. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit ping, à m'envoyer des messages, je serai ravi de vous répondre sur ces sujets. J'espère que la présentation vous a plu. En tout cas, je suis très content d'avoir eu cette salle remplie ici. Je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.